truc comme ça là. Bonsoir et bienvenue dans Politiquement chaud. Émotion encore, recueillement aujourd'hui à Trèbes et à Carcassonne. Obsèques et hommages aux 4 victimes des attaques de vendredi dernier dans l'Aude. Hommage aux 4 victimes. Arnaud Beltrame, bien sûr déjà honoré hier à Paris. Jean Mazières, Hervé Sosselin et Christian Medves. Émotion de tous ceux qui les connaissaient, les amis, les proches étaient présents à cette cérémonie présidée par le Premier ministre Édouard Philippe. Écoutez juste ces quelques mots, ce témoignage d'un ami. Christian Medves, dans le Languedoc, on dit, dans les catharismes, on dit les bonhommes, c'était un bonhomme, c'est-à-dire un grand homme, un grand monsieur, avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour. Voilà, question évidemment ce soir après émotion, recueillement, hommage. Question, que faut-il faire et maintenant, Benjamin Duhamel? Oui, avec un sujet qui s'est imposé dans le débat, celui de l'islam radical et des moyens de lutter contre cet islam. Emmanuel Macron en a parlé hier lors de son discours en hommage à Arnaud Beltrame. Emmanuel Macron, parfois accusé de naïveté à ce sujet, c'était en tout cas un des angles d'attaque de ses opposants comme Laurent Wauquiez. Eh bien, hier, lors de son discours, cela a frappé, il a ciblé de façon très forte les armées de Daesh, les imams de mort et a parlé de l'hydre islamiste. Écoutez. Ce que nous combattons, c'est aussi cet islamisme souterrain qui progresse par les réseaux sociaux, qui accomplit son œuvre de manière invisible, qui agit clandestinement sur des esprits faibles ou instables, trahissant ceux-là même dont il se réclame, qui sur notre sol endoctrine par proximité et corrompt au quotidien. C'est un ennemi insidieux qui exige de chaque citoyen, de chacun d'entre nous, un regain de vigilance. Laurent Bouvet, est-ce qu'hier on a franchi une étape? Parce qu'évidemment, il y a le débat, on l'a bien compris, c'était même dès le lendemain des attaques. On a entendu la droite réclamer des mesures sécuritaires. Là, on a l'impression qu'à côté de ces mesures sécuritaires que souhaitent certains, il y a un combat que l'on qualifie de culturel contre cet islam. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment nouveau ? Alors c'est nouveau dans le discours du président de la République. Hier, il a dit quelque chose qu'il n'avait pas dit jusque-là. Jusque-là, il avait parlé de terrorisme islamiste. Il utilisait le mot, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais là, il a vraiment parlé de 2 choses nouvelles, de l'islamisme souterrain, l'extrait qu'on vient d'entendre, et de la nécessaire mobilisation des citoyens. Et ça fait des années que des citoyens, dans des associations, des organisations, se mobilisent pour essayer justement de faire vivre ce combat culturel, de ne pas laisser la place sur les réseaux sociaux, dans le débat public, de manière très générale, un discours qui est un discours islamiste politique, qui n'est pas le salafisme, le djihadisme ou le terrorisme, mais qui fait partie d'un ensemble, tout cela fait partie d'un ensemble idéologique, on pourrait dire aussi combat culturel, combat idéologique au sens le plus noble du terme, contre cet ensemble islamiste, contre ces thèses islamistes, contre ces provocations qu'on a régulièrement dans le débat public à différentes occasions. Et ce n'est pas que le terrorisme, ce ne sont pas que les attentats ou la lutte en Syrie ou en Irak. Il y a aussi, dans notre environnement général, il y a chez les élus locaux, on a un maire ici avec nous, oui. Il pourra nous le dire, et il y a dans le débat public au sens le plus large, à l'école, partout, il y a une bataille à mener. Voilà. Et il faut que tout le monde en soit conscient. Et le président de la République y a appelé hier, et c'est un pas très important. C'est peut-être à la limite plus difficile que de décider de prendre une mesure, même si les mesures sont complexes, techniques. La bataille culturelle est difficile. Alors, c'est difficile parce que ce n'est pas à l'État, ce n'est pas au président de la République à lui de la mener. Il peut participer, il peut y inciter. Il est évidemment hier, il était l'incarnation de la France. C'est ça. Ce qu'on a vu dans la cour des Invalides hier, c'est la France. Voilà. Donc, il a ce rôle-là, mais il n'y a pas de mesures concrètes. Il y a tout un ensemble, tout un dispositif de politique publique, des politiques scolaires, des politiques de la ville, tout ce qu'on veut, qui peuvent y contribuer. Et il y a des réorientations certainement à faire. Il y a les mesures sécuritaires dont on a parlé, ça c'est autre chose. Mais c'est à ce qu'on appelle la société civile de mener ce combat, donc à chacun d'entre nous en tant que citoyen. Patrick Bessac, vous êtes déjà interpellé, vous êtes maire communiste de Montreuil.
cette bataille culturelle, c'est effectivement aujourd'hui, à votre avis, la bataille à mener ? C'est pas la seule bataille à mener. Et il faut veiller à ce que tout ça ne reste pas, pardonnez-moi de le dire comme cela, Allez-y. mais le blabla d'un moment à la suite d'attentats. Moi, parfois, il y a des choses que j'ose plus dire, hein, parce qu'on va se faire traiter de basiste. Hein. Il faudrait qu'on arrive dans ce pays à casser le terreau du développement de l'islamisme radical. Quand je fais du porte-à-porte dans certaines cités populaires, je sais qu'une famille sur 2 que je vais rencontrer sera au chômage. Je sais que dans nos écoles, il manque très régulièrement des profs devant nos élèves. Je sais que on fait tous les discours du monde sur des plateaux de télévision, à l'Élysée ou à Matignon, mais dans la réalité, on renforce la ghettoisation dans une série de nos quartiers populaires. Donc, il y a des jours, on se sent démuni quand on est maire face à un débat public qui est aussi coupé des réalités. Après, bien sûr, il faut mener la bataille culturelle. Ça veut dire quoi, mener la bataille culturelle ? Ça veut dire être clair, ça veut dire défendre les libertés, défendre les principes d'égalité, ça veut dire avoir le courage aussi de refuser l'installation de discours ou de petites boutiques qui sont parfois les vitrines de l'islamisme radical. Oui, tout cela est vrai et il faut le faire. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a un terreau et que ce terreau, aujourd'hui, personne ne s'en occupe véritablement. Alexis. Je crois qu'Emmanuel Macron, et moi, de ce point de vue, je m'en réjouis, a pris exactement le contre-pied de ce que dit là à l'instant Patrick Bessac. C'est-à-dire que c'est vrai que longtemps, Emmanuel Macron, et notamment pendant sa campagne, avait placé cette affaire de l'islamisme et de l'islamisme radical sur le terrain de l'économie, de la sociologie, l'exclusion, le chômage, la misère. Depuis son élection, il était embêté par le sujet, il en parlait assez peu. Fameux discours sur la laïcité qu'on attend, donc il ne fait pas. Et là, c'est un vrai tournant, parce qu'effectivement, là, il se met sur le terrain de la politique, de la culture. Mais déjà, il faut dire les choses. Oui. Et le fait de les dire, c'est pas parce qu'on les dit qu'on les fait. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que si on les dit pas, on les fait pas. Et de ce point de vue, me semble-t-il, c'est un vrai tournant. Emmanuel Macron a dit un certain nombre de choses, l'hydre islamiste, on va pas... Mais toutes ces phrases qu'il a prononcées en soi ont une importance. Après, il faut effectivement essayer de trouver un certain nombre de mesures concrètes. Nous, on a publié hier dans le Figaro une étude de sociologues de Nanterre, tout à fait avec tous les sacrements de la sociologie et pas du tout réactionnaires, qui ont fait une étude sur les jeunes pris en charge par la PJJ, la protection de la jeunesse, et tentés par la radicalité, l'islamisme radical. Et les conclusions des sociologues, c'est de dire ce ne sont pas du tout des exclus, ce ne sont pas du tout des miséreux, ce sont au contraire souvent les plus instruits, les plus éduqués, ça veut pas, qui sont tentés par l'islamisme radical. Et d'ailleurs, quand on regarde un certain nombre de parcours, il y a des délinquants, mais il y a aussi un certain nombre par exemple, Mera, etc., un certain nombre de terroristes qui étaient instruits, éduqués. Ça veut dire que la réponse par l'économie, par l'emploi, par la sociologie, ne saurait en aucun cas suffire. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, mais en aucun cas suffire. Et donc après, il faut entrer dans un certain nombre de mesures concrètes et entrer dans le dur juridique. Alors il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises sur la table par Wauquiez, par Marine Le Pen, par Manuel Valls, interdire le salafisme, l'état d'urgence, C'est un peu autre chose quand même. Je veux dire, c'est des mesures techniques sur la sécurité. Je veux dire, sur la sécurité. Oui, quand même. Pardon, quand Macron dit il faut combattre l'islamisme souterrain, il faut combattre les imams de haine et de mort, il se place sur ce terrain-là. C'est sur ce terrain qui se passe. Donc ces propositions, on peut en discuter, elles sont peut-être réalistes, possibles, pas possibles, mais c'est là que se situe aujourd'hui le nœud du problème de la réponse politique et culturelle. Un mot, c'était juste sur le débat économie sociale et combat culturel. La désespérance sociale, la misère sociale n'est pas suffisante pour expliquer l'islamisme. Et c'est pour ça qu'il y a une question idéologique. Parce que la désespérance sociale, on la trouve chez les infirmières à l'hôpital, on la trouve chez des licenciés, on a vu, chaque jour il y a des licenciements, des plans sociaux, des mobilisations, on la trouve aussi en partie dans la précarité salariale, des gens qui font des heures, qui n'ont même pas de contrat de travail régulier, etc. Donc tout cela, ces gens-là ne passent pas
à une doctrine radicale, y compris même politiquement, on pourrait se dire à une forme comme on a connu historiquement de l'anarchisme ou d'un gauchisme, voire on a connu la violence avec Action Directe dans les années 70, au début des années 80. Non, là, il y a autre chose. Il y a une idéologie, c'est la dernière grande idéologie valable, aujourd'hui, valable dans le débat, dans notre société, qui pousse un certain nombre de gens radicalisés à passer à l'acte et qui est un terreau de ce passage à l'acte possible. C'est ça, l'idéologie islamiste. Olivier Duhamel, quelles mesures on prend pour être un peu concret une fois qu'on a dit qu'il faut une bataille culturelle? D'abord, au-delà des mesures, on agit, et l'État et la société. Pour reprendre votre mot, on ne se contente pas d'un blabla pour que ce soit un feu de paille comme avant. Parce que là, des crans ont été franchis quand même. C'est-à-dire, en même temps, au même moment, le cran franchi par rapport aux Français, c'est que avant, il y avait vaguement un petit truc particulier. C'était des policiers, c'était des caricaturistes, c'était des juifs, c'était des femmes cheveux au vent, c'était des fêtards dans un Bataclan. Là, c'est n'importe qui, n'importe où, un retraité qui va faire ses courses au Super U. Donc c'est un cran de franchi. Et d'autre part, Mireille Knoll, c'est un cran franchi aussi, d'aller tuer une vieille dame chez elle et de vouloir la brûler. Oui, il y a déjà eu. Mais la vieille dame qui est rescapée du RAF du Veldiv et qui en France en 2018 va se faire tuer chez elle et après qu'on essaie de la quelqu'un brûler, qui la connaissait, donc dans la symbolique, c'est quelque chose de terrifiant, d'inimaginable. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce que c'est la bataille culturelle contre l'islam? Donc, on ne s'arrête pas au blabla. Après, c'est à la fois l'État et la société. Je donne un exemple. On nous dit et on nous répète qu'il y a trop de lieux, qu'il y a beaucoup de lieux, qu'il arrive fréquemment qu'on ne puisse pas enseigner la Shoah dans une classe. Eh bien, prenons cet exemple-là. C'est quelque chose qui relèvera de lutter systématiquement contre ça et de la société et de l'État. Ce sont des consignes qui doivent être données par le ministère de l'Éducation nationale. Ce sont des surveillances, des vérifications qui doivent être faites par les responsables d'établissements sur place. Et ce sont des professeurs et des parents d'élèves qui doivent prendre en charge. Excusez-moi, mais ça n'est pas acceptable. Exactement comme n'est pas acceptable d'être 3 mois sans prof d'anglais, il n'est pas acceptable qu'on puisse pas... Ouais. Et si les gens se disent ça, et dans la société, et dans les responsables de l'État, on s'aperçoit que voilà, ça veut dire continuer à agir. Patrick Bessac, on a beaucoup montré du doigt des élus qui, pour avoir la paix, on a dit dans les quartiers, composés avec des associations islamistes, laisser faire, parce que, c'était le moyen d'assurer la paix. C'est vrai, vous plaidez coupable? Ah non, je plaide pas du tout coupable. Moi, je fais partie des élus, par exemple, qui affrètent un avion en octobre pour aller à Auschwitz, pour permettre à des jeunes et à des moins jeunes de découvrir l'histoire et de se confronter à cette histoire-là. Mais moi, je crois qu'il faut que nous tous, on plaide coupable. Parce qu'il y a une indifférence coupable qui est installée. Parce que, oui, d'accord, c'est pas que économique, mais quand même, les gens, 365 jours par an, il y a 20% de la population qui vit dans des conditions terribles. Vous allez à Sevran ou Gatignon à des mais bien sûr, mais ils sont pas islamistes surtout. Mais bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est quand est-ce qu'on va parler à tous ces gens d'un avenir positif pour le pays? Quand est-ce qu'on va leur dire vous avez une place? Moi, j'ai des mômes. Ce n'est pas le sujet. À chaque fois, c'est aussi le sujet. À chaque fois qu'un ministre parle de banlieue, c'est pour dire des choses négatives, c'est pour insulter, c'est pour stigmatiser. Nous, à Montreuil, je vais lancer un concours d'éloquence pour permettre aux enfants, aux lycéens d'avoir des mots pour parler, pour argumenter, pour qu'ils puissent donner leur avis dans l'espace public. Mais comprenez que quand on est maire d'une ville de banlieue, aujourd'hui, quand on regarde l'espace public, quand on regarde la désespérance dans laquelle sont un certain nombre de nos quartiers, on a envie aussi de sortir des débats purement idéologiques, qu'on soit sur du concret. Monsieur Bessac, juste, vous parliez de Stéphane Gatignon. Dans sa ville, Sevran, il y avait un café, il y avait eu un reportage où on avait vu que les femmes ne pouvaient pas rentrer dans ce café sans être, d'une certaine façon, molestées au moins à l'oral par des hommes. Est-ce qu'avec ce discours-là, vous ne niez pas la spécificité de l'islam? Là, on l'a vu, ce cas du café. Est-ce qu'on peut toujours expliquer? Il y a une forme dans votre discours on appelle ça de l'économisme, c'est-à-dire c'est ce que disait Lionel Jospin en 2002, il suffit de faire baisser le chômage pour faire baisser l'insécurité. Est-ce que là, vous ne niez pas l'aspect proprement culturel et spécifique de l'islam? Et moi, je vais vous dire ce qu'on fait. Et de l'islamisme. Par exemple, avec nos centres sociaux,
Moi, je tiens à ce qu'il y ait des formations spécifiques pour les filles. Des groupes de travail, de l'éducation à l'égalité. On a, par exemple, développé des équipements sportifs, notamment des nouveaux terrains synthétiques. J'ai tenu à dire aux clubs de foot et de rugby, à chaque fois, vous montez des équipes féminines. Ce que je veux dire par là, vous avez des c'est résistances qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des résistances, mais il faut les dépasser. Mais aujourd'hui, sur toutes ces politiques qui sont en bas et qui permettent de se battre pour l'égalité, aujourd'hui, on est réduit, de sorte qu'on se trouve démunis aussi, parce qu'il n'y a plus de force au service public en bas, là où sont les gens. Laurent Bouvesse. Mais ce que vous dites est très juste. La diminution des moyens des collectivités locales, je crois que c'est un sujet que vous vivez au quotidien. Simplement, il y a cette désespérance, cet abandon en partie de différents territoires. Il n'y a pas que les territoires comme le vôtre de villes de banlieue ou de grandes métropoles. Il y a aussi des territoires ruraux, bien sûr, périurbains, comme on dit aujourd'hui, etc. Simplement, l'islamisme qui prospère sur ce que vous dites, c'est autre chose. Et ça se déploie avec une dimension qui ne peut pas être simplement traitée, même si c'est indispensable ce que vous dites. Évidemment. Mais il y a une dimension idéologique, et l'idéologie, c'est au sens vraiment, ça induit de nombreuses sous-dimensions. Si vous voulez, par exemple, l'éducation. Je siège au Conseil de la laïcité auprès du ministre de l'Éducation nationale. On a commencé, on vient de commencer, quelques mois, un travail pour précisément, avec l'ensemble de la communauté éducative, reprendre un certain nombre de bases, par exemple, sur la laïcité. Des choses qui ont été quand même améliorées ces dernières années depuis les attentats. Il y a eu des choses de fait au lendemain des attentats de 2015. Il faut rendre aussi ce crédit à l'équipe précédente. Il ne faut pas non plus être toujours dans une critique systématique. Mais pendant des années avant, droite et gauche confondues, il y a eu un abandon sur ce dont parlait Olivier Duhamel tout à l'heure, c'est-à-dire que des établissements où finalement un prof d'histoire avait du mal avec l'enseignement de la Shoah, ou un prof de SVT, de sciences de la vie et de la terre, avait du mal avec l'enseignement de l'histoire de l'évolution, finalement il y avait un côté, on laissait l'enseignant seul dans sa classe, il se débrouillait. Alors il y en a qui font ça très bien, qui ont l'autorité suffisante, puis d'autres sont un peu plus démunis et disent, finalement on n'en parle pas, on ne va pas quand même créer de problème, j'ai déjà du mal à tenir ma classe. Voilà. Donc c'est là, par exemple, un exemple très concret, on agit, si vous voulez. Avec ça, Laurent Bouvet, je suis d'accord, vraiment d'accord. Mais je suis aussi en colère parce que j'ai le sentiment qu'il y a une partie des populations aujourd'hui qui ne sont pas représentées dans le débat public. Et donc j'aimerais que les classes populaires et leurs conditions de vie soient dans le débat public. Concret, puisqu'on parle de discours de haine islamiste. Qu'est-ce qu'on fait contre les imams de haine et de mort, justement dénoncés? On les expulse. Est-ce qu'on les expulse aujourd'hui? On en expulse. On a réussi à expulser l'imam. On en expulse. Alors, attendez. Peut-être pas assez, mais l'imam de quelques dizaines par an. L'imam de Torcy, il a fallu 3 ans pour l'expulser, sur des propos qui eux-mêmes avaient 6 ans. Donc c'est vous dire, comme le fameux imam de Brest, dont on avait parlé, qui avait été dénoncé. C'est un peu plus compliqué, l'imam de Brest. Je me souviens. Il a fait amende honorable. Ah bah oui, alors c'est ça. Donc il a fait le diplôme universitaire. Et donc il est devenu un formateur en laïcité. Il a fait un diplôme. Non mais c'est quand même extraordinaire. Donc alors, vous dites. Je dis. On change quoi? La loi pour les expulser? Non, alors attendez. 20 par an. 20 par an. Peut-être. Pas si mal. Alors. Vous pensez que. Finissez, Alexis. Attendez. Manuel Valls dit qu'il faut interdire le salafisme. Ça me paraît difficile, je ne suis pas sûr que lui-même y croit vraiment. Mais sans doute peut-on, de facto, sanctionner, interdire un certain nombre de manifestations politiques du salafisme, les discours, les prêches, expulser les imams. Est-ce qu'on le fait? On le fait quasi. C'est ça qui est compliqué, Alexis. Mais Alexis, si on disait qu'on interdit les discours à Saint-Nicolas du Chardonnay... Mais c'est pas la question. Non, mais d'abord, ils n'ont jamais tué personne. Si on parle sérieusement... Non, c'est pas sérieux, ça. Dans un pays dans lequel existe la liberté de conscience, la liberté de religion, ça importe pour vous, la liberté, cette liberté-là, définir aujourd'hui plus strictement ce que l'on n'a pas le droit de tenir comme discours religieux et ce que l'on a le droit de tenir, c'est nécessaire. Eh bien alors, on est d'accord là-dessus. Mais il ne s'agit pas d'interdire tous les prêches. C'est pour ça, Alexis. Attendez, il ne s'agit pas d'interdire, mais il s'agit de... Ça, c'est du yaka faucon. Mais non, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. C'est pour ça qu'on revient au début de notre discussion, que c'est à la société civile de mener ce combat culturel, aux médias dont vous êtes,
aux universitaires, aux enseignants, aux élus, aux associations de mener ce combat culturel en dénonçant les discours dans le débat. Est-ce que vous êtes pas de les sûr qu'à interdire Montreuil, dans la mosquée de Montreuil, il pas n'y de a les pas de interdire discours légalement? C'est Est-ce pas que vous possible. êtes sûr qu'à Montreuil, dans la grande mosquée de Montreuil, il n'y a pas de discours violent, anti-républicain, qui incite des esprits au terrorisme? Est-ce que ça, vous pouvez en être sûr? Il y a déjà des lois. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas des On a frères compris la musulmans? Non, mais question, c'est Alexis. des choses Regardez toute chose On- par on- ailleurs. on- D'un mot, on- regardez on toute peut chose ja- par ailleurs. on peut Ce jamais- qui s'est passé avec l'extrême droite dans ce pays. Non, mais On n'a pas interdit le Front National. Je vais répondre On a à mené une Tantine. bataille culturelle contre l'antisémitisme au Front National, contre ce qu'il disait de la Seconde Guerre mondiale, et le Front National par lui-même a évolué. Alors, C'est ce laissez type de répondre travail qu'il faut sur la faire. question des Patrick mosquées. Bessac. Ça, c'est Nouvelle concret. là-dessus. Ça, c'est concret. On peut le laisser répondre parce que c'est pas la peine si on ne laisse pas répondre. Allez-y, Patrick Bessac. D'abord, j'ai été confronté plusieurs fois, comme maire, à des demandes des représentants de la communauté musulmane qui me disaient dans telle ou telle situation, monsieur le maire, servez d'intermédiaire avec la préfecture, avec les services pour nous aider. Pour vous aider, c'est-à-dire quoi? Pour nous aider, se c'est-à-dire débarrasser pour... des radicaux. Exactement, pour pousser dehors un certain nombre de gens qui venaient pour mettre le désordre, pour essayer de radicaliser et de jouer un mauvais rôle. Moi, chaque année, je fais une chose simple, c'est je réunis tout le monde. Je fais une sorte de grand repas œcuménique, j'ai les orthodoxes, j'ai les musulmans, j'ai les juifs, j'ai tout le monde, et on essaye comme communauté, aux différents moments, les attentats, d'être ensemble et d'envoyer des messages extrêmement positifs. Et sur la bataille culturelle, à mon sens, il faut que sur la jeunesse, on soit en capacité d'envoyer des messages positifs, de leur dire que la République, que la laïcité, c'est autre chose qu'une punition qu'on leur inflige à différents moments où on tient des discours, mais qu'on va les emporter dans quelque chose qui permet qu'une morale, que des principes, qu'une spiritualité aussi, Qu'une émancipation. et qu'une émancipation laïcité. se dégage. Parce que... passe par la Est-ce laïcité. que vous avez les moyens de savoir si dans la mosquée de votre ville, Non mais moi, et si vous le savez, est-ce que vous avez les moyens de faire quelque chose? C'est ça le concret, on parle de concret. Est-ce qu'on peut faire quelque Non, chose? mais moi, La question posée, Il y a réponse. 100 imams qui vont arriver d'Algérie là, Voilà. pour le ramadan. Est-ce que vous savez qui arrivent? Est-ce qu'ils vont venir prêcher chez vous? Est-ce que vous les connaissez? C'est ça la réponse concrète. chacun son boulot. Oui, mais- Moi, quand je suis interrogé, on réagit tout de suite. Et par les circuits de l'État. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a besoin de personnel de proximité, de renseignements généraux, de gens qui soient dans les cafés, de gens qui mènent une vraie politique de renseignement. Et à certains moments, disons-nous les choses, les services de l'État n'avaient pas formé de personnel en capacité de parler les dialectes et les langues nécessaires pour faire ces missions de renseignement. Donc on était dans une situation ridicule. Mais ça aussi, quel message on adresse à notre jeunesse, y compris de ce point de vue, du point de vue des gens qu'on promeut côté police nationale et côté des services secrets. Encore une fois, sur les sujets très concrets, il y aura ce week-end le Rassemblement des musulmans de France. C'est le nouveau nom pour le congrès de l'UOIF, qui est en gros l'antenne des frères musulmans en France. Et alors, moi, je me suis plongé un peu dans la liste des gens qui vont intervenir. Il y en a notamment, voilà, Hassan Iqiyoussen, prédicateur, qui en 2003 parlait des sionistes de connivence avec Hitler, de juifs avares et usuriers, du 11 septembre comme du supercherie. Là, c'est du concret. On interdit Comment expliquer que l'UOIF, ces gens-là aient le droit de parler? Où on va faire traîner des oreilles pour savoir ce qui s'y passe et Mais Laurent Bouvet. je crois moi je connais pas le monde du renseignement plus que ça, etc. Mais il y a aussi besoin, c'est un des problèmes de la politique de sécurité intérieure, il y a aussi besoin de laisser ce genre de personnages, de laisser des mosquées où il y a des prêches radicaux ouvertes pour pouvoir repérer. C'est mieux que l'islam Non. des caves, quoi, c'est ça. On peut dire ça pour les fichiers S, mais pas Non, pour non. un imam qui prêche. Non, un non, imam mais qui prêche, bien sûr, faut le virer, bien sûr. Non, mais faut le mettre en prison. c'est- Qui prêche la violence et le terrorisme. Bien sûr, non mais là il y a des lois, c'est très précis, etc. Parfois, ils sont français, Mais, hein. Oui, beaucoup, mais alors, ceux-là, on met en prison. beaucoup font très attention. On le voit aussi dans le débat Après public. jugement, quand même. On le voit, Oui, on c'est voit, pour on ça le voit qu'il Alors, aussi. faut pas judiciariser. ensemble, pas ensemble, pas ensemble. On le voit aussi dans le Alexis. débat public sur les réseaux Fini. sociaux. On voit bien que certains, entrepreneurs identitaires islamistes savent très bien où est
la frontière entre la loi, ce qu'il ne faut pas faire, et jusqu'où ils peuvent aller. Et on a aussi besoin d'une liberté, je crois que c'est pas vous qui allez me contredire, d'une liberté d'expression, d'une liberté de conscience qui s'exprime. Article 1er de la loi de 1905 sur la laïcité, la liberté de conscience, qui doit pouvoir s'exprimer librement, y compris avec des thèses très radicales avec lesquels on est en désaccord, qu'on doit pouvoir combattre. Et pour les services de sécurité aussi, repérer des réseaux, s'infiltrer, etc. C'est aussi tout ça qui est compliqué. Parce que s'il suffisait de mettre tout le monde en prison et d'expulser tous les gens qui sont étrangers, qui n'ont pas de papier français, ça pourrait se faire, ça serait compliqué, mais ça peut se faire, une politique sécuritaire. Simplement, on perdrait aussi une sensibilité. Donc on est sur des choses, quand on discute avec des gens dans le renseignement, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Voilà. Alors, Patrick Bessac, voilà, il faut le dire clairement. Est-ce que les élus sont prêts à cette bataille culturelle pour qu'on sorte du blabla, comme vous dites, puisqu'à chaque fois, c'est vrai qu'on a les mêmes choses. On a, encore une fois, l'émotion, la France bouleversée, et derrière, on lance plein d'idées partout. Et là, aujourd'hui, la bataille culturelle est prête à la mener. Mais excusez-moi, Arlette Chabot, mais entre deux... Engueulez-moi, il n'y a aucun problème. Ah non, du tout. Puis j'aime pas engueuler les gens. Finissons, ouais. Entre deux attentats, le téléphone n'y sonne pas. Hein. On vient nous parler uniquement sur les moments de difficulté. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Moi, on a lancé des campagnes de prévention, de signalement pour les personnels municipaux, pour que, confrontés à des signes, ils soient en capacité de dire et de réagir correctement. Mais excusez-moi, sur tous les autres sujets qui font l'objet de promesses, par exemple, l'éducation, est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir une école de la République au bon niveau partout? Je suis désolé, on en parle au moment des attentats, quelques jours après, et après, c'est fini. D'un mot, Laurent Bouvet-Porter-Amélie, qu'est-ce qu'on attend? On parle depuis 20 ans, 25 ans, presque 30 ans de l'Organisation de l'Islam de France. C'est la première tâche du gouvernement, la prochaine? C'est un sujet, il faudra nous réinviter, parce que c'est un sujet à soi seul, j'imagine. Le grand problème qu'il y a, c'est d'abord qu'aujourd'hui, premièrement, les institutions représentatives au sens large, les partis politiques, les syndicats, les grandes associations, tout cela est en décrépitude. Il y a une difficulté à être représenté. Et ça va être pareil pour l'islam, pour les musulmans, que pour tout le monde. Premier élément. Deuxième élément, les musulmans de France sont une communauté, entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce mot, mais disons-le comme ça pour simplifier, extrêmement diversifiée et qui n'a pas forcément envie d'obéir à certaines orientations, etc. Et troisième élément, par rapport à notre sujet, ceux qui veulent être représentés, qui vont faire, c'était ce qui vient d'être dit avec l'OUIF, ceux qui veulent être représentés dans le débat, ceux qui veulent agir, ce sont pas les salafistes, ce sont pas les gens du séparatisme, ce sont les islamistes politiques qui veulent jouer ce rôle. Et ce sont les plus radicaux qui font le plus pour être représentés. Donc on va avoir cette distance par rapport à l'immense majorité des Français musulmans qui ne veulent pas de cela. Ce que disait... Ce sont eux qu'il faut organiser. Voilà. Mais ils ne veulent pas forcément s'organiser. On peut inventer des choses. C'est compliqué. Ils ne veulent pas forcément s'organiser comme ça. Ils ne veulent pas apparaître comme musulmans publiquement en tant qu'une seule communauté représentée, etc. C'est souvent les plus radicaux qui ont besoin et qui ont envie de ça et qui sont les plus efficaces. Alors, merci. Je pense qu'on se reverra pour parler.